elle ne le regarde pas du point de vue de profil, mais elle regarde l'histoire des idéologies et comment elles circulent de façon géopolitique et de façon internationale, et comment ça devient aussi un processus qui va se globalisant, qui est frappé par cette spécificité qu'est la globalisation. Donc c'est intéressant de voir que ça, autant l'autre registre participe de la criminalisation, de la radicalisation, je parle du point de vue de l'étude, évidemment il y a des actes qui sont posés qui sont des actes criminels. C'est pas parce que je parle de l'étude que je dis les actes qui sont posés ou la nature des actes posés. Autant celui-ci regarde les voyages, le cosmopolitisme de la radicalisation, si on peut le dire comme ça. Donc, de ce point de vue-là, ça permet aussi, à un moment donné, de se pencher sur quelque chose dont moi je ne suis pas spécialiste et que je ne peux pas apporter, qui peut-être serait intéressant à prendre en compte aussi. C'est pas seulement l'émergence dans le monde arabe des radicalisations terroristes djihadistes, mais c'est aussi l'émergence européenne de la radicalisation. Et là, les études rappellent la chronologie des guerres qui ont mobilisé des combattants européens. Donc effectivement, 79 Afghanistan, 92 Bosnie, à partir de 94 l'univers caucasien. Donc on est dans un univers où on voit l'européanisation par des flux migratoires, de gens qui effectivement voyagent et vont en quête d'un certain nombre de choses. Où là, les personnes, le témoin précédent est plus habilité que moi à témoigner de ça. Et donc on peut regarder comment il y a une histoire proprement européenne de la radicalisation, parallèle ou en interaction avec une histoire liée au monde arabo-musulman. Et où les grands acteurs internationaux et les chocs, notamment les politiques américaines, et pas seulement elles, états-uniennes, interviennent en ligne de compte. On voit la complexité, ces études géopolitiques sont incontournables, il convient de s'y plonger, de les comprendre, mais pour autant, quand on redescend à un terrain local, évidemment, on ne peut pas tout plaquer comme ça. Et c'est toute la difficulté. C'est que c'est pas parce qu'on a une bonne connaissance ou une bonne écoute ou une bonne information des études géopolitiques qu'on peut descendre comme ça sur le terrain local. Ça correspond, ça interagit, mais c'est pas la même chose. Alors, comment on fait? Après, on a un autre niveau qui se développe, non, disons-le franchement, qui va se développant de plus en plus, à la fois pour de bonnes raisons d'utilité ou d'intérêt général, et en même temps pour des raisons aussi liées aux conditions d'existence de la recherche. Il y a maintenant de l'argent, et donc en sciences humaines, la psychologie et la sociologie vont développer les études des profils de radicalisation ou des situations de radicalisation. Donc on va voir les sciences humaines, ou plutôt les sciences psychosociales, se pencher sur le problème. Et là, c'est encore un autre registre. Ce sont toujours des universitaires, des chercheurs. Alors les sociologues font des enquêtes de terrain et les psychologues ont leur assise clinique. Mais les finalités ne sont pas les mêmes que pour la géopolitique. Cette fois, ce qu'il s'agit de connaître, c'est les motifs ou les ressorts psychologiques de la radicalisation des personnes, à l'intérieur de groupes sociaux, mais des personnes, et puis les phénomènes sociétaux dans lesquels ça se produit. Là, on est moins sur les personnes, mais sur des lignes des tensions de force, politico-sociales, socio-économiques. Donc on le regarde encore autrement. La sociologie, elle a comme idéal, et c'est pour ça qu'on la sollicite dans les médias souvent, une autocompréhension sociale, notre autocompréhension de notre société. Pourquoi ça nous arrive? D'une certaine façon, toute différence gardée entre ce qui arrive à des individus dans leur vie familiale privée, pour autant, dans cette société, et là je vais accepter les limites, il y a aussi des limites à ce que nous pouvons voir, c'est-à-dire à un moment donné on est dans une société, dans cette société on se demande aussi ce qui nous arrive, on est touché de façon parallèle, similaire à ce que vous évoquiez, ce dont vous témoignez, mais bien évidemment ça ne touche pas dans l'espace privé, mais ça touche dans l'intime politique d'une société. Et donc elle est aussi touchée, elle peut être honteuse de ce qui lui arrive, ou il va falloir qu'elle essaye de se défaire de cette honte et qu'elle le travaille. Alors la sociologie essaye de travailler ça. L'espace public démocratique sollicite la sociologie pour essayer de comprendre comment on peut avoir des points d'appui pour prévenir socialement ce phénomène. La sociologie parle de substrat social possible de la radicalisation. Sous-entendu radicalisation terroriste, djihadiste. J'apporterai des définitions un petit peu plus tard, plus spécialisées on va dire.
Et donc la question c'est comment parler aux faiblesses de la société. Et le risque c'est, attention à ne pas nourrir un sentiment de culpabilité mal placé. Parce que autant la culpabilité est la source de notre élan moral, quelqu'un comme Nietzsche l'a beaucoup travaillé, c'est parce que je me sens coupable que j'ai une protestation morale. C'est un ressort un peu étrange, mais bon, je trouve que Nietzsche l'a très bien regardé. Autant rester dans la culpabilité, ça ne nous conduit pas très loin parce qu'on s'empêche d'agir tellement on se sent ou honteux ou coupable. Donc travailler collectivement la sortie de la culpabilité ou un bon usage de la culpabilité, c'est très difficile. Il ne suffit pas de dire faut qu'on y a qu'à. Donc c'est toute la difficulté d'utiliser les études sociologiques. La psychologie, alors pour la part de psychologie qui n'est pas exploitée en criminologie, ou qui n'est pas utilisée en criminologie plus exactement, parce que je n'ai pas l'intention d'avoir des termes péjoratifs, l'idée c'est d'avoir un impact clinique, notamment pour essayer de comprendre et de contribuer, comprendre quel est le processus de radicalisation. Alors maintenant, c'est beaucoup regardé du point de vue du processus adolescent. Il y a les questions d'emprise sectaire qui sont regardées, puis il y a aussi, les psychologues s'interrogent sur le processus adolescent. Mais la psychologie, elle a pour finalité une application clinique du soin ou bien un profilage pathologique. C'est logique, c'est dans sa nature. Si elle se combine avec la sociologie, elle cherche à expliquer le normal et pas seulement le pathologique. Mais quand même, c'est ça qu'on cherche à travailler. Alors là, si l'on n'y prend pas garde, et ça nous arrive à tous, il faut être attentif. Si on est soucieux d'un état de droit et du travail permanent de l'édification de la citoyenneté et de la co-citoyenneté, c'est de ne pas amoindrir avec trop de psychosociologie la responsabilité, la capacité de responsabilité ou l'attente de responsabilité légitime dans lesquelles nous sommes les uns les autres. L'émancipation et la liberté, ça passe à travers la responsabilité. C'est j'ai commis ça, je suis responsable de mes actes. Ça ne veut pas forcément dire je suis absolument coupable de tout ce qui m'arrive. Justement, c'est quelque chose qui est l'acte émancipe aussi. Il peut y avoir un acte terrible et il peut y avoir un contre-acte de ce terrible-là. Donc, le problème d'utiliser les sciences psychosociales ou la perspective psychosociale est de savoir mesurer comment on s'en sert sans perdre le sol éthique ordinaire de notre vie citoyenne. Pour donner le ton, je vous cite un passage d'un rapport qui est ce passage est dans une perspective psychosociale. Ça donne: la quête identitaire, les frustrations socio-économiques et le sentiment d'injustice, voire d'oppression, trouvent une voie d'expression privilégiée dans l'identification à la communauté musulmane transnationale, la Oumma. C'est la raison pour laquelle la propagande djihadiste insiste sur l'importance de la solidarité entre frères et le rôle actif de chaque membre. Ces discours font écho à des attentes diverses, désir d'appartenance, besoin de se sentir utile ou encore de prouver sa valeur. Une partie de la communication des groupes terroristes cible d'ailleurs les jeunes en recherche d'aventure et d'adrénaline. Dans une vision romantique et idéalisée du djihad, combattre à l'étranger peut apparaître aux yeux de certains comme un moyen d'échapper à l'ennui de l'existence et à l'absence de perspective. En définitive, la radicalisation apparaît comme un phénomène essentiellement lié à l'exploitation de conflits d'identité. Vous avez déjà là un résultat de recherche. Je ne vais pas relire toutes les recherches. Vous voyez ce descriptif. Loin de moi l'idée de l'invalider, c'est juste voilà, on est dans cet univers-là. Et si on le prend pour argent comptant comme ça, brut de décoffrage et qu'on le claque sur des situations, ça ne va pas coller. Parce que ça, c'est le résultat d'une recherche qui essaye de traduire quelque chose qui est observé. C'est pas quelque chose qui nous sert de spot pour éclairer les personnes qu'on rencontre. C'est toute la difficulté. C'est de sauter des registres. Et c'est complexe. Alors, je cite un autre fragment du psychanalyste Fethim Ben Slama, qui parle également de la radicalisation. Là, c'est un entretien qui doit dater de 2014, je crois. Le rapport que je vous ai lu juste avant est un rapport de 2015, qui est sur les radicalisations islamistes. Il reste 5 minutes, d'accord. Donc je ne vais pas lire le passage de Fethim Ben Slama, je vais rapidement aller sur un passage plus fondamental. Encore un autre registre d'études qui est un registre que j'appelle anthropologique, ou qui s'appelle d'ailleurs lui-même anthropologique, qui est les études de Farhad Khosrowshabar,
qui lui, dans son petit essai Radicalisation, a une démarche assez originale. Il essaye de regarder la manière d'agir, d'être et de penser quand on se radicalise. Pour lui, c'est une façon de faire quand il ne reste plus que le désespoir. Et donc, il rappelle par radicalisation, on désigne le processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d'action directement liée à une idéologie extrémiste à contenu politique ou social ou religieux qui conteste l'ordre établi sur le plan politique, social ou culturel. Définition absolument dépourvue de jugement moral. C'est une définition descriptive. Et Farhad Khosrow-Khabar analyse le profil de ce qu'il appelle les héros négatifs qui font ce djihad terroriste, qui les conduit au meurtre, et au meurtre de masse dans la société civile. Il dit qu'il y a une radicalisation qui correspond à des sentiments répandus d'humiliation subie, qui n'est pas forcément une humiliation réelle, mais un sentiment d'humiliation, et le désespoir d'un côté, et la volonté d'infliger une humiliation encore plus profonde à l'adversaire, et la conviction de pouvoir réaliser l'utopie à partir d'une théologie de la folle espérance. Je pense que ces motivations sont à prendre de façon très forte et très au sérieux pour aller sur le registre moral que je cherchais, dont je passe le détail pour ne pas déborder sur mon temps de parole. Il me semble qu'on est là au bord de quelque chose dont les éducateurs que nous sommes en tant que concitoyens pouvons nous approcher, à savoir que dans la philosophie de la volonté, Paul Ricoeur montre ce mouvement de la conscience qui se fait conscience morale lorsqu'elle se fait tout entière évaluation, réflexion sur ses valeurs, et qu'il y a une crise de radicalisation, dit-il, lorsque la constellation des valeurs vacille, commence à être perdue, et que le ciel éthique tremble. Une personne dont le ciel éthique, par un système de comparaison de différentes choses, donc fait marcher son intelligence morale, au sens de sa conscience morale, une personne dont le ciel éthique se met à être le seul existence, cette question du ciel éthique des valeurs morales est une personne qui fait le mouvement de remonter aux raisons de ses raisons d'agir, aux raisons de ses raisons d'exister. Et que cette remontée-là est une remontée vers une angoisse, dit-il, des fins dernières. Et si on ne prend pas en compte ce mouvement de remontée, qui n'est pas forcément un mouvement, on ne va pas dire à quelqu'un, oui, là, tu es en train de remonter à ton angoisse des fins dernières. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est de prendre au sérieux la crise existentielle qui est là et qui se manifeste et qui trouve des moyens de s'exprimer. Et que donc, c'est par le dialogue avec cette crise existentielle qu'il faut prendre au sérieux, même si on n'est pas d'accord avec les expressions qu'elle produit, c'est par ce dialogue qu'on peut commencer à enclencher quelque chose qui n'est pas un débourrage de crâne ou un rebourrage de crâne, ou vider et re-remplir, mais qui a à voir avec proposer un travail de transformation. Évidemment, l'interlocuteur éducateur n'est pas non plus lui indemne de ce travail-là. C'est une interaction. Et là, il me semble qu'on touche le noyau des intelligents et de l'angoisse ultime qui nous traverse tous, qu'on a du mal à regarder en face. Donc, je pense intéressant de le regarder, à la différence de juste deux petits derniers mots, et je m'en tiendrai là. À la différence de Farhad Khosrow-Khabar, je parlerai moins d'utopie, parce que je pense qu'il ne s'agit pas d'utopie, mais plutôt d'apocalypse. Je crois que je ne suis pas la seule à en parler, mais d'apocalypse par rapport à une volonté politique absolue qui fait exploser le monde. C'est apocalyptique. Et ça, c'est bien la transformation de l'action politique dans le mauvais sens de cette remontée des angoisses des fins dernières. C'est comme s'il y avait un double mouvement qui n'allait pas ensemble. Et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à travailler. Et se souvenir de ce que Bergson appelait la deuxième source de la morale, c'est, alors pour le coup, que Lévinas, lui, caractérise par la sensibilité de l'autre dans sa fragilité face à moi, qui me touche. Quand on est dans le mouvement d'angoisse profond, on perd cette sensibilité. Parce qu'on est trop angoissé. C'est pas possible. Et je ne le dis pas au sens psychologique. Je le dis au sens d'un travail de jugement et de conscience morale. Et on ne peut pas... Il y a des étapes et un temps pour tout. Et ce travail d'alternance, il faut arriver à lui redonner une respiration, une temporalité. Voilà mes propositions, mais ça n'est qu'un terrain de recherche. Ça n'est pas du tout de l'ordre d'une connaissance assurée. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, on voit que le mot
sous le mot radicalisation, il y a énormément d'études